payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Salut Mario. Alors, le CF Montréal qui a vécu un dur 24 heures. Est-ce que tu es satisfaite, toi, de leur réaction rapide ce matin? Rapide, sincèrement, non. Je suis pas satisfaite de cette réaction rapide parce que je comprends pas qu'ils aient eu à faire ça. Étant donné que c'est assez évident qu'il y a quelqu'un qui dormait au gaz, je peux pas croire que personne, dans la discussion où on a discuté de l'engagement de ce nouvel entraîneur, de Grandet, qui est parti plus vite même qu'il est arrivé, je peux pas croire que personne ait quand même suggéré que ça allait être un enjeu de communication à gérer et même un affront par rapport aux Québécois. Et c'est fascinant que ça soit Pierre Saint-Paul Plamondon qui ait eu à le rappeler comme ça publiquement. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement à l'image de ce club-là, tu sais, ils ont changé de logo. Les gens disaient, on l'aime pas le nouveau logo, on n'aime pas le nouveau nom. Nous, c'est l'Impact. Nous, notre équipe, c'est l'Impact de Montréal. C'est parce qu'il avait passé 10 ans à vendre l'Impact. Les gens commençaient à l'acheter, à aimer l'Impact. Oui. Les gens avaient acheté des chandails de l'Impact. Des enfants se promenaient avec des pyjamas de l'Impact et des chandails de l'Impact. Tout à coup, c'est plus l'Impact. C'est une grosse affaire, là. Oui, puis là, les gens disent, mais on peut-tu regarder l'autre nom? Ça peut être l'Impact CF Montréal? Tu sais, on a essayé. Moi, je m'en souviens, à l'époque, les gens proposaient toutes sortes de choses. Mais c'est parce que CF, Montréal... ça fait déconnecter un peu. Non, mais c'était pour plaire au public européen. Oui, complètement, parce qu'ils sont des clubs de football. Je comprends, mais CF, Isabelle, c'est-tu assez générique? As-tu l'impression que c'est plein d'Européens au stade Saputo au quotidien? Ben non, pas du tout. Alors, c'est pour ça que je te dis, moi, c'est un exemple flagrant, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que pour moi, c'est plus une nouvelle politique, finalement, et même sociale, et ça témoigne d'un peu d'espèce de déni ou même là, de non-respect du partisan de la part de certaines équipes, dont l'Impact, en tout cas, dont le CF. Moi, je suis l'Impact encore. Je ne suis pas passé au CF. Mais tu vois, aujourd'hui, M. Gervais, leur actuel président, il disait... Mais c'est son ami, hein? Ouais, mais ce qu'il laissait entendre, c'est nous, on l'a vu évoluer ces dernières années, il a fait des choses, il s'est occupé de... Puis ça, il semble que c'est vrai, là. Il s'est occupé de soccer à Laval, les parents étaient satisfaits, les parents étaient satisfaits, etc. Les jeunes aimaient... comme si, pour eux, qui l'ont vu aller de plus près, ça a fait oublier ces gaffes du passé. Oui, et tu fais bien de dire ces gaffes, parce que là, on pourrait penser... Mais c'est pas une petite gaffe de souhaiter la mort de quelqu'un. D'abord, rappelons, pour ceux qui l'auraient manqué, c'est quand même les propos au lendemain de l'attentat qui impliquait quand même la nouvelle première ministre du Québec, Pauline Marois. Je tiens à rappeler que ça a été notre première femme élue à cette plus haute fonction dans l'appareil politique québécois. C'est la première fois que c'était une femme qui était élue première ministre. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement désolant. J'ai toujours pensé que Pauline Marois s'était fait voler son titre, parce que par la suite, ça lui a enlevé beaucoup de sa confiance, sans parler de tous ceux qui ont fomenté pour la sortir assez rapidement. Et malheureusement, je trouve qu'elle s'est fait voler son élection. Sa soirée, tu veux dire, sa soirée, mais plus que sa soirée, Mario, tout le reste qui a suivi. Je pense que le fait qu'elle ait douté par la suite, qu'elle soit sortie de la façon dont ça s'est passé, je pense, on reviendra pas forcément là-dessus, là, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, au moment de son élection, ça a été la pire affaire. Je veux dire, un attentat politique comme ça, on n'avait jamais vu. Mais là, lui ça est sorti sur la place publique durant la nuit, sur Twitter, pour dire que la seule erreur du tireur... Pour dire, c'est plate qu'il l'ait manqué. Un peu, là. C'est ça qu'il disait. Puis une prochaine fois. Ouais. Hey, mon homme, prochaine fois, j'espère. Sincèrement, je suis même étonnée qu'à l'époque, il n'y ait pas eu des accusations de portée, parce que d'un point de vue légal, c'est quand même... C'est à la frange d'incitatif à un meurtre, d'incitation au meurtre. Là. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est très, très, très à l'affût de ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux. Ça passerait pas aujourd'hui. La preuve, c'est que ça passe toujours pas. Et ce qui me fascine, c'est que au CF Montréal, on n'est pas vu ça, où on est pensé... Dans tous les communiqués là, qu'on lit et tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'ils pensaient qu'on allait jeter l'éponge, que ça allait peut-être accrocher un peu, mais pas tant. Que l'espèce d'importance du sport allait passer par-dessus l'affront et la menace. Et je peux pas penser qu'il n'y a aucune personne qui ait pu les rappeler à l'ordre là-dessus. Moi, je trouve ça extrêmement désolant. Puis, je te dis, ça montre qu'il y a un non-respect des partisans. Dans le cas de Grandet, là, c'est comme vraiment gênant parce que là, finalement, il s'est jamais... Bon, il a été nommé... il l'a fait... Non, mais il a été nommé hier, dénommé un matin.
Puis il s'est jamais vraiment excusé, là, hier, dans le communiqué. Il l'a dit dans le communiqué, mais sans nommer. Sans nommer, mais il pouvait pas nommer. Parce que tu sais qu'à l'époque, il s'en était sorti en disant que son compte avait été piraté. Ouais, c'est ça. Ouais. Il avait fait du souverainiste bashing avant, après, mais il disait... Puis les autres messages, il les assumait. Mais celui qui avait vraiment un message haineux, là, encourageant au meurtre, il disait, à ce moment-là, mon compte a été piraté. Avoue que ça tient pas trop la route. C'est un peu grotesque. Ouais. Les pirates informatiques ont pris le contrôle de son compte Twitter pendant 20 minutes là, pour faire un message. Là, mais je pense qu'il y a aussi il y a sans doute des enjeux de contrôle, des enjeux de colère puis de contrôle de sa colère. T'sais, quand on l'a vu, il a quand même été... C'est pas la première fois là, qu'il est dégommé, c'est la deuxième. Il avait perdu son poste. Pris la gorge d'un collègue. Oui, puis je sais pas si tu as vu la photo, mais c'est assez violent. Là. Ça a dû faire mal un peu, là. Non, c'est quelqu'un vraiment qui est... Je peux même pas penser. Après, bon, est-ce que c'est un bon coach? Il y en a d'autres, là, je pense. Mais je trouve ça désolant. Alors, c'est un des départs. Je voulais te parler d'un autre départ aujourd'hui qui me désole. C'est celui de Sophie Brochu. Et c'est sûr que c'est une nouvelle économique qui intéresse tous les chroniqueurs économiques, mais qui devrait intéresser tous les Québécois parce que... et moi, je m'en désole comme femme aussi parce que il y a relativement peu de femmes qui ont accès à des postes. Je viens de te parler de Pauline Marois, là, qui a été la première. Sophie Brochu aussi a été la première femme à diriger Hydro-Québec. C'est une des... il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est une des seules femmes qui est au poste assez prestigieux. Qui était déjà PDG, là, chez Énergir, chez Gaz Métro. Oui. Mais parce que Sophie Brochu est extrêmement compétente et quand elle passe quelque part, je pense qu'elle démontre cette compétence. Mais tu sais, il n'y en a pas tant que ça, des femmes qui ont des postes aussi importants dans l'administration, dans l'appareil québécois. Le gouvernement a l'air fou un peu, là. Bon, moi, je trouve que c'est pas crédible. Premièrement, on s'en était parlé. On s'en était parlé quand ils nous ont envoyé le communiqué. Mais non, si vous pensez que le courant passe pas, bien au contraire, le courant passe. On savait là, que ce n'était qu'une question de temps. On s'en était parlé, toi et moi. Moi, je m'en doutais qu'elle allait quitter parce que... moi, je pensais pas. Moi, je pensais que le gouvernement... Moi, je pensais que François Legault, allait arranger ça lui-même. Il avait le devoir d'arranger ça, là. Oui, mais il faut croire que Pierre Fitzgibbon fait pas mal ce qu'il veut. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux, ce qui se passe. Entre Pierre Fitzgibbon, le gouvernement caquiste, François Legault. D'abord, depuis le début, là, énergie, Montréal, économie, tu mets tout ça dans les mains d'un seul homme. Je comprends qu'il peut être très compétent, M. Fitzgibbon, mais ça prend d'autres gens. Ça peut pas être décidé unilatéralement. Dernièrement est sorti... régulièrement, ça fait quoi, 7 fois là, qui est remise à l'ordre par la commissaire à l'éthique? 6-7 fois? Je pense que c'est moins, là, mais c'est beaucoup. Écoute, ça fait beaucoup de fois. Là. On n'a jamais vu autant de la part à l'endroit d'un ministre. Moi, sincèrement, il y a quand même plus qu'un drapeau rouge qui s'est élevé. Là. Il y a vraiment, là, moyen de discuter. Je pense qu'il faut que François Legault ait une conversation. Une des grandes questions, c'est qui on va nommer à la présidence d'Hydro, là. Ça peut pas être quelqu'un qui... ça va être un pantin. Là. On comprend que c'est Pierre Fitzgibbon qui est directeur général d'Hydro-Québec. C'est ça. Ça peut pas être ça. Qu'on le nomme, là, comme ça, on va économiser un salaire. T'es rendu là. Non, mais moi, je te dis, ça peut pas être ça. C'est un peu cynique, là, mon commandant, mais ça va être ça. Ça va prendre un pantin qui va dire d'accord, M. Fitzgibbon. Quelqu'un qui va être nommé C'est là que François Legault doit agir comme un premier ministre. C'est pas Fitzgibbon qui doit nommer le prochain président d'Hydro. C'est vraiment François Legault. Moi, je pense qu'il va aller piger dans ses petits amis. Là. Il y en a plein. Là. M. Fitzgibbon. Il y en a plein. Oui. Mais c'est là que je te dis, ça, c'est un appel à François Legault. Oui. Ça va être une nomination extrêmement... En fait, en plus, il faut qu'il fasse les deux nominations. Parce qu'en même temps, la quitte, ni plus ni moins qu'en même temps que sa présidente du conseil d'administration, Mme Côté, qui, elle, est de l'ancienne chez Alcan. C'était 2 femmes de calibre qui avaient à la tête d'Hydro-Québec. Alors, qui on va mettre... Et on sait pourquoi elle a quitté, la présidente? Je pense que son mandat est fini, contrairement à Mme. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que contrairement à Mme Brochu, qui, elle, quitte avant la fin de son mandat, là, 3 ans sur 5, je pense que Mme Bourgault, son mandat est terminé. Mais ce que ça fait, la résultante, c'est que là, on renomme toute la haute direction d'Hydro du côté du gouvernement. Oui. Et te dire à quel point c'est important l'électricité. Moi, depuis 6 heures ce matin, je n'ai pas. Pas d'électricité? Non. Toute la journée, là, je commence à me dire, je vais perdre ce qu'il y a dans mon frigidaire. Je sais pas, il y avait des travaux. Mais c'est rare qu'ils font ça toute la journée. Tu sais, d'habitude, ils font ça la nuit, on dort, ça nous dérange moins.
Mais écoute, je vous disais, voyons, mais ça t'a forcé à venir nous voir en studio, c'est magnifique. Oui, mais écoute, pas d'ordinateur. Moi, j'avais des appros de show aujourd'hui à faire ça sur un téléphone cellulaire. Non, mais écoute, ça montre à quel point c'est majeur. J'y pensais en même temps, puis je me disais, écoute, l'hydroélectricité, là, c'est tellement fondamental. C'est pour ça que la présidence pour l'économie du Québec, c'est là, majeur. Pour l'économie du Québec, ça ne peut pas reposer entièrement dans les mains d'un seul homme. C'est un dossier majeur. Puis puisqu'on parle de... Est-ce qu'on a le temps que je te parle de... On a une minute. Ouais? Oui, vas-y. Écoute, une nouvelle qui m'a, là aussi, interpellée, puis qui me désole aussi. Je suis beaucoup dans la désolation aujourd'hui, finalement. C'est le fait d'avoir froid. Tu sais, j'ai mis mon gros chandail. J'ai eu froid de la journée. Bref, c'est que les 3/4 des propriétaires... T'as pas froid dans nos studios, certains. Non, c'est très humide et très chaud ici. Ici, il fait chaud. Les 3/4 des propriétaires de petites et moyennes entreprises au Québec disent qu'ils sont intéressés à vendre d'ici 10 ans. Et il y a un gros problème de relève, on le sait, mais en deçà de toute cette histoire, il y a la relève, bien sûr, il y a le problème de main-d'œuvre, mais il y a beaucoup aussi de fatigue. Et je pense que ça, l'épuisement des chefs d'entreprise, des chefs aussi, des entrepreneurs hommes et femmes au Québec, que ça soit de la PPME, la petite, moyenne entreprise, de la petite et moyenne entreprise, la PME, je pense qu'on en parle rarement. Tu sais, on parle de l'épuisement des gens dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, mais dans le milieu des affaires, on s'imagine que parce que tu as une entreprise, forcément, tu fais de l'argent, puis c'est tes employés qui travaillent, puis toi, tu as juste à donner des ordres. C'est tellement pas comme ça que ça marche. Et quand tu regardes, les gens le disent. Moi, je suis épuisée, je suis brûlée. Beaucoup de gens, en ce moment, sont obligés de patrons d'entreprise, sont obligés de faire le travail des employés qui sont pas capables de remplacer. Tu le vois dans tout, dans le commerce, dans le détail, dans l'industrie, dans la transformation, dans les services. Moi, je pense qu'il y a là un gros problème qui est sous-estimé, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est fatigant. Sans parler du fait que quand tu es en affaires, d'abord, tu n'as pas de retraite, sauf celle que tu te payes toi-même. Il faut souvent que tu mettes ta maison ou tes biens en contrepartie si tu veux des prêts. Si tu n'as pas la chance d'être un des amis de Pierre Fitzgibbon, puis d'avoir droit à certains avantages. En tout cas, je trouve que... Puis, sans parler de la lourdeur administrative, moi, ça m'étouffe, personnellement, de voir tout ce qu'on demande aux chefs d'entreprise. Alors, pour toutes ces raisons, moi, je ne m'étonne pas que la plupart, 75%, c'est énorme, des gens d'affaires... C'est un sondage inquiétant, là, ce matin. Qui disent, moi, là, dans 10 ans, je serai à vendre. S'il y a quelqu'un qui veut m'acheter... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de relève non plus. Puis là, tu vas évaluer. Puis l'autre chose, c'est qu'ils ne sont même pas capables d'évaluer la valeur de leur entreprise. Ils ont beaucoup de difficultés à l'évaluer. Ça, c'est l'autre chose. Puis, tu sais, on parle... C'est un milieu que tu connais bien. En agriculture, c'est souvent un des problèmes. Tu sais, les parents, ils ont la ferme. Les enfants sont pas capables de l'acheter. Les quotas coûtent trop cher. Là, fait que donc, la retraite qui serait l'usufruit de ton entreprise, finalement, la valeur, bien, tu es obligé de la donner un peu en contrepartie, de dire, OK, bien, paye-moi pas tout de suite, c'est l'héritage que je vais te donner. Le danger dans plusieurs secteurs, que ce soit racheté par des fonds financiers ou des entreprises étrangères, qu'on perde l'espèce de tissu d'entrepreneurs. Tout à fait. Isabelle, merci. Et je voulais finir avec une toune. Une toune? Ben oui. Ben, quittons-nous sur une toune. David Bowie. Je me tentais comme ça aujourd'hui. Je voulais quitter avec... C'est pas lié, aucun de tes trois sujets. Mais non, lié à ta déprime. Zéro rapport. Pour te remettre de bonne humeur. Ben, Ground Control to Major Tom, c'est... On se ramène sur la planète. David Bowie, qui est mort il y a 7 ans aujourd'hui. Une icône. On s'ennuie beaucoup de lui. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur